Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars. Et si, encore une fois, si je ne me trompe pas, nous sommes le 14 mars. Et c'est donc le 14e journal de confinement. Alors, aujourd'hui, contrairement d'habitude, je ne vais pas vous annoncer les statistiques du nombre de morts et de contaminés, puisque ce sont les mêmes qu'hier. Hier, j'ai enregistré le journal un petit peu plus tard, donc j'avais les statistiques de la journée. Donc je ne vais pas me répéter, les statistiques sont les mêmes qu'hier. Du coup, juste un petit point sur le format. J'ai réfléchi et j'ai décidé de changer un tout petit peu mon travail sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce journal de quarantaine est fait au départ pour témoigner de ce qui se passe et garder au jour le jour mes informations, mes impressions, et voilà, et redonner un petit peu d'informations sur ce qui se passe. Il faut savoir que du coup, avec le temps, je me suis mise à faire des espèces d'enquêtes, des résumés d'informations, et ça prend mine de rien de plus en plus de temps, et ça m'éloigne un petit peu de l'idée de départ qui était de témoigner. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que maintenant, ces espèces d'enquêtes, je les ferai un jour sur deux. Un jour, ça sera vraiment un journal de quarantaine pur, et le jour suivant, ce sera un journal de quarantaine, avec en plus une grosse enquête, comme ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais parler de l'Union européenne. Je ne vais pas parler de l'aspect économique de la crise au niveau de l'Union européenne, je vais simplement parler de l'aspect politique. Je ne vais pas parler des eurobonds, de ce genre de choses. J'en parlerai certainement une autre fois. Alors, on commence tout de suite. Ce qu'il faut garder à l'esprit tout d'abord, c'est que l'Union européenne, elle a un but. Le but de l'Union européenne, c'est de faire converger les pays, de faire en sorte qu'ils se rapprochent le plus les uns des autres au niveau politique. Donc, ça soit au niveau de la politique budgétaire, au niveau de la politique fiscale et de santé, de tous les niveaux. Le but, c'est de faire en sorte que les États se rapprochent. Or, cette crise du coronavirus montre que cette stratégie de convergence a totalement déraillé au niveau de la santé notamment. On le voit très clairement, c'est au niveau de la stratégie adoptée par les États. Il y a 3 grandes stratégies qui ont été mises en place. Il n'y en a pas une qui a été décidée commune pour tous les États de l'Union. Non, il y en a eu 3 principalement. La première, c'est celle que l'on vit actuellement, c'est-à-dire c'est la stratégie de confinement à l'italienne, à l'espagnole. Bon, il faut dire que la stratégie française est un peu plus souple. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de dépistage de masse, comme c'est le cas en Allemagne par exemple. Et il y a une troisième stratégie qui est celle de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait que tout le monde va attraper cette maladie et va produire soi-même les anticorps et que du coup toute la population sera immunisée. Et donc au final on fait pas grand chose on fait pas vraiment de mesures de confinement. C'est des pays comme la Suède et les Pays-Bas qui ont mis en place cette stratégie. L'Angleterre, bon, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais avait aussi choisi cette stratégie avant de l'abandonner. Et moi, j'ai l'impression que la France a longtemps hésité entre la stratégie de confinement de masse et la stratégie d'immunité collective. Et c'est à mon avis, c'est pour ça que la France a mis du temps à démarrer, et c'est surtout, à mon avis, c'est pour ça que ça a été fait de manière assez brutale. Il y avait très peu de mesures restrictives avant la quarantaine, si vous vous rappelez bien. Et la deuxième stratégie, qui est la stratégie de dépistage collectif, on l'a pas fait tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de la faire. Voilà, ça semble évident maintenant aujourd'hui. Et donc voilà, on voit que ce principe de convergence est bafoué, mais ce n'est pas le seul qui est mis en difficulté dans ce contexte de coronavirus. Autre grand principe européen qui est bafoué, c'est la libre circulation des marchandises. En effet, les 2 mesures les plus symboliques à ce niveau-là, c'est le décret de réquisition mis en place par la France et l'ordonnance d'interdiction d'exportation mise en place par l'Allemagne. Tous les 2 ont été publiés le 4 mars et en gros, le principe, c'est en tout cas pour l'Allemagne déjà, c'est
éviter l'exportation des matériels de santé. Et pour la France, c'est de les réquisitionner, donc de les réunir dans un même endroit. Donc tout cela, ça va vraiment à l'encontre du droit à la libre circulation des marchandises, qui est un des piliers de l'Union européenne. Autre pilier de l'Union européenne qui est bafoué, c'est la libre circulation des personnes. Déjà, il y avait les frontières au niveau de l'espace Schengen qui ont été remis, mais voilà, c'est surtout à l'intérieur de l'Union européenne que ce principe est remis en cause, c'est avec la remise en place des frontières nationales. On a tous vu les frontières se remettre les unes après les autres. La frontière entre l'Italie et la Slovénie, entre l'Espagne et la France, etc., etc. Et donc ça, encore une fois, ça remet en cause la libre circulation des personnes. Au niveau économique, un autre principe fondamental qui est la rigueur économique, principe fondamental qui est soutenu à bout de bras par l'Allemagne et les pays nordiques. C'est une des mesures symboliques de cette rigueur budgétaire, c'est la fameuse règle du déficit de 3% chaque année de l'endettement public, de la dépense publique, du budget, pardon. Voilà, le budget de chaque État ne doit pas avoir un déficit supérieur à 3%. Et ben cette règle, elle a été totalement assouplie, voire abandonnée, pour faire face à cette crise. Et voilà, ça c'était vraiment un des grands totems de l'Allemagne, et ce totem a volé en éclats. Bon, au niveau de la rigueur budgétaire, ils n'ont pas totalement abandonné non plus, il faut dire la vérité, parce que par exemple, au niveau des eurobonds, j'ai dit que j'en parlais pas, mais je devais en toucher un mot, l'Allemagne a refusé de mutualiser la dette la dette issue du coronavirus avec les autres pays européens. L'Allemagne est pas folle. Et donc voilà, tout cela montre que, au final, ce sont les États qui réagissent en premier face à la crise. Et donc, il s'agit de la preuve que les États sont les mieux placés pour contrer cette crise. Encore une fois, ça met l'Union européenne en difficulté vis-à-vis de ses principes, parce que l'Union européenne avait pour ambition de tout régenter d'une certaine manière, et on se rend compte qu'à la première difficulté, c'est les États qui reprennent la main. Ensuite, autre fait intéressant à noter au niveau politique pour l'Union européenne, c'est l'absence de solidarité entre les États. L'Union européenne a pour but donc de faire converger les États et donc du coup de les inciter à être solidaires entre eux. La solidarité quand on est des États proches, normalement la solidarité doit être plus grande. La solidarité entre l'Italie et la France doit être plus grande qu'entre l'Italie et la Chine normalement. Le but de l'Union européenne, c'est d'inciter à cette solidarité aussi. Et on constate que c'est un échec. Là, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Il y a plusieurs faits qui le montrent. Et le fait le plus saillant, c'est celui de la République tchèque qui détourne 6080 masques prévus pour l'Italie. Ça, c'est vraiment moche. Là, il y avait des masques prévus pour l'Italie qui ont transité sur le territoire tchèque, qui ont été récupérés par la République tchèque et qui ont été utilisés. Donc c'est du vol de masques. Alors que l'Italie est littéralement en train de crever, c'est quand même assez moche de voir ça, surtout entre des États membres. Autre cas un petit peu similaire, mais moins moche quand même, c'est l'Allemagne qui bloque les masques pour la Suisse. Alors la Suisse, ok, c'est pas dans l'Union européenne, mais c'est quand même un État européen. Et l'Allemagne empêche des masques achetés par la Suisse d'aller en Suisse. Elle les garde dans son pays. Et elle fait pareil aussi, elle garde des masques destinés à l'Italie, alors que l'Italie les a commandés. Les stocks de masques entreposés en Allemagne ne peuvent plus sortir, alors que l'Italie en a grandement besoin. Et donc, face à cela, l'Union européenne essaye quand même d'agir. L'Union européenne essaye d'agir, mais c'est malheureusement pour elle des mesures qui sont quand même... c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Bon, j'ai quand même noté des faits importants.
j'ai noté les faits les plus importants que fait l'Union européenne. Première des choses, elle organise des appels d'offres conjoints pour aider les petits États membres à obtenir des commandes auprès des fournisseurs. Parce que oui, un petit État comme Malte, qui va commander, je sais pas, 50 millions de masques, il va pas peser lourd face à un État comme la France qui en commande 1,3 milliard. Donc elle mutualise les demandes de tous ces petits pays pour faire une grosse commande et avoir plus de chances de peser dans les négociations. Aussi, l'Union européenne a décidé de créer son propre stock stratégique de masques et de respirateurs qu'elle financera à hauteur de 90%. Ce qui fait 50 millions d'euros. Et donc, encore une fois, c'est pas grand-chose. 50 millions d'euros, voilà, dit comme ça semble beaucoup, mais c'est pas grand-chose. À 10 centimes, à 10 centimes l'unité de masque, par exemple, ça fait à peine 50 millions de masques. C'est pour toute l'Union européenne, c'est rien, c'est que dalle. Et ces 50 millions investis dans une réserve stratégique, c'est vraiment ridicule quand on sait qu'en même temps, l'Union européenne donne 450 millions d'euros de dons au Maroc et 250 millions d'euros à la Tunisie pour faire face au coronavirus. Alors là, c'est quand même, on marche un peu sur la tête. On donne plus. Normalement, le principe voudrait que charité bien ordonnée commence par soi-même. L'Union européenne aide matériellement au niveau financier, elle aide plus les pays du Maghreb qu'elle n'aide les pays européens. C'est quand même une aberration. Au niveau des aides entre les États, j'ai essayé de me concentrer un petit peu sur la France. Et là, encore une fois, on constate que oui, bon, effectivement, il y a des aides, mais c'est pas grand-chose. Actuellement, ce qu'il y a, c'est que les pays frontaliers avec la région Grand Est, c'est-à-dire le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, ont décidé d'accueillir des patients français atteints du coronavirus et de les hospitaliser chez eux. Et donc le président et le gouvernement a fait de la com autour de ça, l'a mise en avant. Mais il disait pas les chiffres au départ, et donc je me doutais que c'était des chiffres assez bas, et effectivement, quand j'ai trouvé le chiffre, c'est 80 Français atteints du coronavirus qui sont à l'étranger, sachant que on n'est plus très loin des 40 000 contaminés, c'est une goutte d'eau. Et bon, le gouvernement fait ça comme là-dessus. Et là où ça devient particulièrement critique pour l'Union européenne, c'est la situation vis-à-vis de l'Italie. Parce qu'en Italie, il y a un vrai sentiment d'abandon qui est en train de naître. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie est un contributeur net au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Les chiffres que j'ai trouvés, c'était 5 milliards en 2018, par exemple. Et donc, quand vous êtes un pays qui contribue au budget de l'Union européenne, que vous donnez chaque année de l'argent à fonds perdus, vous espérez qu'au moment où ça va mal, au moment où vous avez besoin de l'Union européenne, elle sera là. C'est la moindre des choses, surtout dans une situation critique comme celle-là. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, comme je vous disais, les masques sont bloqués, donc ça... c'est pas exactement la faute de l'Union européenne, mais c'est la faute des pays membres de l'Union européenne. Donc l'Italie commence à avoir les boules vis-à-vis de ça. Quand elle voit que l'Union européenne donne plus d'aide aux États africains qu'à ses pays membres, ça aussi ça commence à être compliqué. Et du coup, l'Italie se tourne vers des pays hors Union européenne. Là, actuellement, l'Italie reçoit plus d'aide de la part de la Russie, de Cuba, de la Chine, qui envoie notamment du matériel et du personnel médical, que de l'Union européenne. Encore une fois, ça c'est un aveu d'échec monstrueux, comme je vous disais. Est-ce normal que des pays qui sont bien loin de l'Union européenne aident plus l'Italie que des pays comme la France, l'Allemagne, ou même la Pologne, alors qu'ils sont censés être dans une union depuis un certain nombre d'années et qu'il y a des échanges monétaires et une convergence politique. C'est quand même fou de voir ça. Et alors donc l'Italie essaye de faire bouger l'Union européenne. Elle essaye notamment de elle voulait centraliser les stocks de matériel européen, mais ça a été refusé par les États de l'Union. Ils ont juste concédé
une mise en commun des données au niveau des stocks disponibles. Bon, c'est bien décevant. Et plus tard, l'Italie a encore une fois été très déçue, une nouvelle fois très déçue par l'Union européenne. C'était le 26 mars, lors d'un sommet en visioconférence. L'Italie avait proposé tout un tas de mesures exceptionnelles pour notamment soutenir l'économie, et ces mesures n'ont pas été prises, et ça a été reporté à 2 semaines. Et donc, alors là, l'Italie le prend très très mal. Même des personnes très pro-Union européenne comme Conte, le Premier ministre italien, si je ne me trompe pas, commence à avoir des propos très très durs vis-à-vis de l'Union européenne. Et la presse italienne s'en donne à cœur joie. La Repubblica, qui est un journal qui est très pro-européen, parle d'une LED Europe. L'ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani, j'espère que je le prononce bien, qualifie l'Europe de lâche et prédit qu'elle sera emportée par le coronavirus. Donc, on voit aussi tout un tas de citoyens italiens sur les médias sociaux brûler le drapeau de l'Union européenne et et jouer l'hymne italien derrière. Donc, vous voyez qu'au niveau politique, cette crise du coronavirus met vraiment à mal l'Union européenne, et c'est vraiment la réflexion qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce que vaut cette Union européenne au final quand on voit ça. Tous ces grands principes, elle les abandonne à la première petite crise, puisque le coronavirus, bon, ça semble être une grande crise effectivement, mais quand on y réfléchit, c'est pas une crise de Ebola par exemple. Il y a entre 1 et 5% de morts. C'est pas Ebola qui a 20% de morts par personne contaminée. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une crise comme ça? L'Union européenne, elle exploserait complètement. Que vaut une structure qui abandonne ses principes en aussi peu de temps? Qu'est-ce que ça vaut? À mon avis, ça vaut pas grand-chose. Et vraiment, je pense que les peuples commencent à s'en rendre compte, notamment en Italie, et c'est pour ça que beaucoup de politiques haut placés craignent pour l'avenir de l'Union européenne. Et donc voilà, c'était petite réflexion et petit partage d'informations au niveau de ce qui se passe au niveau de la politique dans l'Union européenne. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. J'essaye de répondre à chaque commentaire que vous donnez. Vous pouvez poser des questions, j'essaye d'y répondre à chaque fois en vous donnant des informations. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Je sais qu'il faut que je me force à faire ce genre de choses si je veux que la chaîne continue d'avancer et de progresser. Donc voilà, partagez, likez si vous avez aimé. Et moi, en attendant, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.